J'ai décidé de mettre à l'honneur, à partir de dorénavant, probablement, tous les ans, quelqu'un pour son travail, pour sa notoriété, pour pas mal de paramètres. Alors Daniel Lichtenstein, probablement que beaucoup d'entre vous le connaissent. Certains, les plus jeunes, ne connaissent peut-être pas, l'ont peut-être jamais vu. Il est venu quelques années consécutives aux AEA ici pour présenter ses travaux, en particulier sur le patient critique. C'est un domaine qu'il a énormément étudié. Il a défriché l'échographie du patient critique depuis les années 85, et il me détrompera si je me trompe, mais c'est à peu près ça. Moi, je l'ai rencontré quand j'étais externe à Paris, sur mon premier stage d'externat en réa. Première garde, je vois le senior de garde qui est en train d'arriver, de faire les trans, et de passer de patient à patient avec une petite mallette, non, un chariot, c'est assez gros. Bon, et j'ignorais ce que c'était. Je m'approche de lui, on discute un petit peu. En fait, c'était un échographe. 1991, je crois que c'était, en fait, 89, Ambroise Paré. Et puis donc je le regarde faire, et il échographiait tous les patients de la tête aux pieds, tout. Et il notait. Il a un recueil de données qui est énorme. Il a deux grosses publications, des livres et des articles qui font vraiment référence, notamment chez le patient critique. Et il a défriché et mis les bases de toute l'échographie pleuropulmonaire, avec toutes les implications, enfin toutes les interprétations qu'on peut faire du cardiovasculaire en échographiant principalement les poumons. Donc il vous expliquera probablement tout ça dans la lecture qu'il va faire. Voilà, c'est un grand plaisir de l'avoir cette fois-ci, et on lui avait préparé une petite surprise. Alors j'appelle les choristes qui ont répété avec moi hier à venir sur scène, et on a une petite chanson pour lui. Voilà. Nous, ce qu'on aime chez Daniel L, c'est son côté intemporel. Il fait de l'échographie depuis qu'il est tout petit. Nous, ce qu'on aime chez Daniel L, c'est qu'il est intégré, fidèle. Il fait pas partie de ceux-là qui parlent de ce qu'ils ne font pas. La 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 la. Daniel la 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 la. Daniel la 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 la. Daniel la 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 la. Daniel. Nous, ce qu'on aime chez Daniel L, c'est son côté universel. Mais il n'y a bien qu'en France qu'on ne sait pas la chance de t'avoir, Daniel, la 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 la. Daniel la 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 la. Daniel la 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 la. Daniel la 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 la. Daniel. Ce que Daniel aime aux AEA, c'est qu'on aura toujours le choix. Nous montrer sa stratosphère par devant ou par derrière. Et sur la sonde de Daniel L, avant d'avoir mis tout son gel, il met toujours une capote pour échographier ses potes. Daniel L, Daniel L, Daniel L. Donc nous avons une lecture sur ce titre auquel on va essayer de coller. Ça va pas être facile, hein. Ça n'a pas été une lecture facile, parce que d'habitude on fait des choses techniques, et là on m'a clairement mais discrètement suggéré, plutôt que de parler de data, de décrire ma vie, quoi, le passé. Alors bon, ce sera la vie d'une recherche plutôt heureuse, qui j'espère va
inspirer les plus jeunes d'entre vous. Et donc, on va éviter de trop parler technique, on fera juste un minimum quand même. Alors, où est-ce que j'ai un retour? Donc, il s'agissait de créer une médecine nouvelle, médecine critique, je ne parle pas du reste, et le mode d'emploi était finalement transmissible. Et on va faire l'exemple d'un arrêt cardiaque, donc qui a existé il y a longtemps, chez une pauvre patiente. Quand je suis de garde, je suis réanimateur, donc on m'appelle la nuit, c'est 1 fois sur 2 pour une urgence critique, tel un arrêt cardiaque. On va voir ce que c'est que le protocole Sésame. Donc, je passe sur les détails des circonstances de l'arrêt cardiaque. Vous savez qu'on est aveugle chez ces patients. On n'a rien. Les patients les plus critiques ont le minimum de data. Mais nous avons notre échographe. Alors, notez, est-ce que je verrai mieux ici? On va faire un arrêt sur image. On va noter que cet appareil est petit. Il date de 1992, mais il est vraiment étroit, donc il se faufile. Excellent. Il s'allume en 7 secondes, donc un vieil appareil, mais le plus rapide du monde, jusqu'à aujourd'hui. Bien. Et une sonde universelle, c'est-à-dire qui va tout échographier, et sans état d'âme, je n'ai pas à me dire quelle sonde pour cet arrêt cardiaque. Aucun réglage, la machine s'allume dans la configuration Sésame, et cerise sur le gâteau, l'appareil était très facile à acheter à l'époque. Donc l'action, donc on va faire le protocole Sésame, prenez vos chronomètres, on va voir ce protocole qui commence par les poumons et qui finit par le cœur. Cœur en position numéro 5. Alors, vous êtes prêts? Top chrono. Poumon gauche. Glissement pleural, bien, pas de pneumothorax. Regardons le poumon droit. Le poumon droit, il bouge pas beaucoup. Pas du tout. D'une part. Et d'autre part, je ne vois aucune ligne B. Donc, on va dire que cet ensemble, c'est-à-dire glissement pleural abolie, qui donne le signe de la stratosphère, par devant, si j'ai bien compris tes paroles, est associé au signe de la ligne A, c'est-à-dire la répétition de cette ligne pleurale, et voici le profil A' du Blue Protocol. Eh bien, ce profil est totalement sensible pour le diagnostic de pneumothorax, donc on a une idée très forte de pourquoi cette patiente a fait un arrêt cardiaque. Donc voilà, c'était une introduction, exemple basique d'échographie holistique, c'est-à-dire on a abordé cet arrêt cardiaque non pas par le cœur mais par le poumon, et ça a été plus efficace que cette approche traditionnelle. Traditionnelle entre guillemets parce que encore peu de médecins échographient leur arrêt cardiaque pendant l'arrêt cardiaque. Alors, nous sommes dans les temps, tout va bien. Alors, vous voudriez peut-être savoir quand et où ce type de diagnostic pouvait être fait. Alors, on va faire un petit pas en arrière de 21 ans, bon, etc., etc. Et on va se retrouver janvier 1996. Imaginez le désert de Mauritanie, alors fermez les yeux et imaginez le silence un petit peu mystérieux, hypnotisant du désert, pour ceux qui l'ont connu. Alors, oulala, alors c'est pas du tout, c'est le fracas des camions, des voitures de sport, des motos, des bikes et des hélicos, bref, le chaos du Dakar. Et voilà un accident. Et traumatisme thoracique, allant mal, instable, et je ne sais pas comment on peut faire un diagnostic de pneumothorax dans ce vacarme. Moi, j'y arrive pas, il faut du silence. Et avec l'échographie, on avait la dimension visuelle et non pas auditive, et bon voilà, ça a été fait, et peut-être que ce janvier 1996 marquait la naissance d'une échographie critique extra-hospitalière. C'est peut-être, j'attends de savoir s'il y a une antériorité. On avait utilisé le DIMAX de la société chez Pittsburgh. Alors voici la lettre que je leur avais envoyée 2 ans avant pour essayer d'avoir cet appareil en mars 94. Société DIMAX. Un appareil honnête, très rustique, mais honnête. Et j'avais le plaisir de réunir mes 3 passions, c'est-à-dire la médecine critique, l'échographie critique, et puis aussi l'aviation. J'adore ça, je suis pilote à mes heures perdues, quand j'avais du temps et des sous. Et là, je fais des rapatriements dans des oiseaux tout à fait improbables, sortis de la guerre des mondes,
regardez, cet avion n'a pas d'aile. Je reviens. Il n'a pas d'aile. Il a ça. Donc on lui a rajouté des moustaches ici. Et pour compenser le manque d'aile, on lui a donné un fuselage qui ressemble à un extrado et un intrado de profil d'aile. C'est un Piaggio, hein, ils font pas que des scooters. Bref. Ne nous dévions pas. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire, quelle était l'histoire avant cette histoire de Dakar? Et comment s'est faite la transgression? Et là, on fait un pas en arrière, 11 ans. Et à cette époque, donc c'était en 1985, pour ceux qui ont connu l'hôpital de La Fontaine, minuit, l'hôpital est tranquille, il n'y a pas un bruit dans les services, et je prenais mes premières gardes. Alors vous savez ce que c'est, vous avez tous fait ça. On est fiers d'avoir cette responsabilité, mais en même temps on est tout à fait ému, hein, un peu terrorisé de l'intérieur. Et voilà qu'arrive un patient, il s'appelait Harry, poumon blanc, et voilà, les collègues me disent au revoir, bonne garde. Et je me retrouve avec un patient dont on m'avait dit qu'il n'avait pas d'épanchement pleural significatif, que tout ça c'était du SDRA tissulaire, pulmonaire, et grande solitude parce qu'il s'aggrave, et je me dis, mais si c'était du liquide pleural, je ne fais pas trop confiance à mon examen physique, mais insérer une aiguille, si c'est pas ça, on stabilise le patient, donc full oxygène, et j'attends minuit. Et minuit était l'heure de l'attaque. Qu'est-ce qu'on a attaqué? Un service de radiologie qui était complètement désert, il n'y avait pas de défenseurs. De nos jours, après minuit, il n'y a toujours pas beaucoup de défenseurs, et je vois ce magnifique appareil que je débranche discrètement, que j'amène dans le service de réanimation. Et là, eh bien, on fait quelque chose de pas beau, hein, donc piquer cet appareil, et je pose la sonde sur le thorax, et ok, d'accord, on m'avait dit que c'était du poumon, en fait il y a beaucoup de liquide, et donc je me jette sur une aiguille, le patient allait mieux forcément, on a pu diminuer l'oxygène et même les amines, donc il a pu attendre la transmission du lendemain. Ouf. Alors tout ça était totalement irrégulier, tout à fait interdit, c'était un blasphème, hein, quelqu'un a sorti ce terme. Donc je vous demande, hein, puisqu'on est entre nous, vous le gardez pour vous, hein, parce que prendre un appareil d'écho la nuit qui n'est pas à nous, c'est pas beau. Donc c'était une démarche irrégulière. Ma récompense aujourd'hui, je l'ai en face de moi, c'est-à-dire toute une famille scientifique, mais pour moi c'est plus que des collègues scientifiques, c'est vraiment des frères et des sœurs. Je vais mettre le laser un petit peu n'importe où au hasard, et là voici Jean-François Lagouette, qui est anesthésiste à Bichat, pour ceux qui le connaissent, et voilà, je connais ses enfants, tous ces détails, c'est tombé sur Jean-François. L'idée était simple, mais on aurait pu me dire, et vous là, le professeur, là, enfin, ironiquement, vous avez osé, alors que vous n'êtes pas radiologue, prendre un échographe et puis insérer une aiguille, mais vous auriez pu faire des dégâts, faire n'importe quoi. Il aurait eu raison de me dire ça. Alors, on va faire encore un petit pas en arrière, c'est-à-dire 1983. Alors, j'étais étudiant, et je me souviens, c'était à l'INEC, c'était un samedi, il faisait beau. Je me souviens de ces détails-là, ça devait être en mai. Et le chef me dit, tiens, t'emmènes cette femme au Germaine. Tu l'emmènes en radio, elle a besoin d'une écho. Bon, j'exécute, je l'amène en échographie. Et là, département de radiologie, et je vois le radiologue nonchalamment s'allongeant, se posant sur le lit, et remuant sa sonde, et puis il explore l'abdomen, il me dit, tu vois, là c'est la vésicule. Ah, il y a un épanchement périvisiculaire. Et moi j'étais un peu scotché, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet appareil? Je suis tombé sous le charme, c'était un coup de foudre. Je me disais, mais quelle belle méthode, pacifique, ça m'a plu. L'année suivante, je décide d'apprendre l'échographie, c'est Yves Menu, donc j'étais dans un service de radiologie qui est en quelque sorte celui qui m'a permis de comprendre ce que c'est qu'un échographe, et l'année suivante, me voilà, tout fier et tout tremblant, commençant un cursus en réanimation.
Donc c'était à Delafontaine en avril 85, hein. Lieu et date de la transgression. Et après 4 années clandestines, me voilà chez François Jardin. Il m'avait ouvert ses portes, privilège, car c'était quelqu'un de difficile, mais au moins on apprenait la médecine. Et c'était l'opportunité de définir tranquillement à la lumière du jour, ça c'était vraiment confortable, cette échographie critique, pas à pas, approche différente au chevet du patient. Et alors, c'est le moment de le dire, donc vous êtes tous obligés d'entendre, je ne suis pas expert en échographie pulmonaire. On parle de révolution silencieuse des ultrasons, une revendication silencieuse, c'est l'échographie pulmonaire, oui, un petit peu, mais c'est surtout le fait d'avoir pris un échographe des mains des radiologues et de l'avoir donné dans les mains des médecins cliniciens de premier rang, notamment les réanimateurs, les anesthésistes, les urgentistes, tous ceux qui voient des patients critiques. Et ça, dès 1985. Et le mode d'emploi pour créer donc cette autre façon de faire la médecine, eh ben c'était, comme l'avait dit Eric, c'est-à-dire au lieu d'aller me coucher, de étudier. Voici l'ADR 4000, c'est un appareil de 1982, un géant, qui nous permettait vraiment de poser notre sonde et de voir le territoire d'utilisation, comment peut être encore plus utile à nos patients en état critique. Bon, je faisais ça dans mon coin, sous l'œil absent ou indifférent des collègues qui visaient la carrière, qui s'intéressaient pas du tout à ça. Ils avaient raison, dans leur domaine, ils ont réussi le professorat. Mais pendant ce temps-là, et je ne regrette rien, on explorait, on réveillait un géant qui était endormi. Et donc, l'insertion de cathéter veineux sous clavier, publié en 1991, détecter du sang dans l'abdomen chez le traumatisé, ça vous rappelle peut-être quelque chose, 1991. Veine cave inférieure, idem. Le nerf optique, alors ça sortait de nos ateliers aussi, publié en 1992, l'hypertension intracrânienne, etc., thrombose veineuse, mais surtout, le fait de pouvoir poser sa sonde n'importe où, eh bien, ça incluait évidemment des zones non autorisées, et vous allez deviner quelle est la diapo suivante. Bien évidemment, il s'agit du poumon. Le poumon, vous dis-je, comme dirait Molière, l'organe vital numéro 1. Ex aequo. Et 10 signes pour faire nos protocoles principaux. Et puis voilà que naît un beau jour le Blue Protocol, donc l'échographie pulmonaire et veineuse pour connaître la cause d'une insuffisance respiratoire aiguë, 1994, publié 14 ans plus tard. Voici que naît le Falls Protocol, c'est-à-dire comment l'échographie pulmonaire peut vous aider à connaître le statut circulatoire d'un état de choc et, par-delà, sa cause. Donc on avait les datas dès 1996 et ça a été publié encore une décennie et demie après. Bon. Le Sésame Protocol qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque avec le poumon comme premier temps d'exploration. Bon il fallait bien publier tout ça. Et c'était pas une petite affaire. Il fallait le faire en extrême urgence. Chaque journée comptait. Et ça a été la guerre de tranchées. Parce que les manuscrits, ceux qui publient le savent bien, voilà, c'est une guerre de tranchées. C'est rejeté en permanence, rejeté, puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi c'est accepté. Bon. Et donc, voilà, ça n'a pas été une période... Ce n'est pas, je parle au présent, une période très amusante de ma vie, c'est-à-dire ces manuscrits qu'il faut envoyer, et blablabla, quand on lit les commentaires. Donc, voici les lettres de décision, la diapo finie en 2016, en général, des rejets. On a commis une petite erreur stratégique, on a essayé de définir l'échographie avant de la répandre. Erreur. Sur le plan du leadership, qui a été définitivement perdu par le surf et gagné par des équipes comme WinFocus, moi je me disais, mais attendez les gars, définissez-la avant de la répandre. Bon. À tel point que, voilà, quand il m'arrive de recevoir une lettre de décision, petit cérémonial, on a quelques minutes, j'imprime, à l'époque c'était en courrier, maintenant c'est email, donc j'imprime, je mets ça sous une enveloppe,
sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je laisse le courrier sur mon bureau, j'appelle les enfants, et je leur dis, il y a une lettre de décision à ouvrir. Alors, on se voit samedi soir, on va faire un bon gueuleton, et j'attends, je sais pas ce qu'il y a dans cette lettre, et à la fin du repas, de qualité, eh bien, ils décident lequel d'entre nous va faire le premier geste, ouvrir l'enveloppe, lire la première ligne, etc. Et moi, je suis là et j'attends la phrase qui va qui en général nous fait pleurer et rarement qui nous rend heureux parce que ça nous permet, si le papier est accepté, ça nous permet d'envoyer le manuscrit suivant. Tout simplement, et je fais ça depuis 1991. Alors, ça pose un problème. Chaque rejet a été un désastre. Et, pour moi, on n'en parle pas, peu importe. Mais pour la communauté, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des années et des années, la communauté n'avait pas l'idée que l'échographie pouvait être un outil. Et ensuite, par la bande, ça s'est développé. Mais par une bande, je me permets de le dire, qui a utilisé un modèle traditionnel d'échocardiographie et d'échographie du radiologue. C'est-à-dire pas vraiment, pas du tout, je dirais même, un modèle holistique. Ce qui s'est développé depuis ces 10 dernières années. Alors, on y reviendra si on a le temps. Quel mot revenait très souvent dans ces lettres de décision? C'était, attendez, vous voulez faire le diagnostic d'œdème pulmonaire, on a la radio pour ça. Ou vous voulez faire le diagnostic d'embolie, mais on a des scanners qui font le diagnostic en 10 secondes. Alors ceux qui travaillent en réanimation, quand on se dit, là il faut faire un scanner, on peut pas aller plus loin, hop, 10 secondes plus tard, on a le diagnostic. Alors je ne sais pas qui est ridicule dans cette histoire. Voici un thorax dont je vois un glissement pleural présent. Des fusées pleurales, elles sont symétriques, on le voit pas là-dessus, et nous sommes sur la paroi antérieure. Voici défini le profil B du Blue Protocol. Eh bien, quand vous avez ce profil B, vous le savez sûrement, vous avez une sensibilité de 97% pour le diagnostic d'œdème aigu pulmonaire hémodynamique, quand bien même vous n'auriez pas de fenêtre cardiaque. Je trouve pas ça si ridicule. Ici, nous avons le profil A' du Blue Protocol, qui est antérieur par définition, près du ciel, qui associe un glissement pleural totalement aboli et des lignes A. Eh bien, ce profil est totalement sensible, pas spécifique, pour le diagnostic de pneumothorax. Totalement sensible, ça veut dire une valeur prédictive négative de 100%. C'est-à-dire chaque fois que vous vous posez la question « y a-t-il un pneumothorax ?» et que la réponse est non, vous êtes tranquille, il n'y a pas de pneumothorax, imaginez le quotidien d'une quinzaine de disciplines. Je trouve pas ça tellement ridicule non plus. Le profil C du Blue Protocol, c'est très simplement une consolidation antérieure, point. En voici une belle. Sensibilité pour le diagnostic de pneumopathie, 98%. Et on peut exporter ça chez toutes les populations, y compris chez le nouveau-né. Imaginez. Le profil ADVT du Blue Protocol. Alors, il s'agit d'un profil A, glissement pleural, avec ligne A exclusive ou prédominante. Cet appareil intelligent aligne les deux modes d'une façon très agréable. Et découverte, à partir du profil A, sur l'échographie veineuse, d'une thrombose. Celle-ci est vraiment assez répugnante. On a vraiment envie de traiter le patient en extrême urgence, en lui disant « respirez doucement, ne riez pas ». Spécificité pour le diagnostic d'embolie pulmonaire, 99%. Auquel vous allez rajouter ce que l'échographie cardiaque va vous apporter. Mais on part du 99. Alors regardez bien cette diapo, elle est pas mal parce que vous voyez qu'il y a une grosse couche de gras avant d'arriver au poumon. On a appelé ça le FAT protocole, c'est-à-dire une exploration du patient bariatrique qui est tout à fait réalisable, déjà sur la paroi antérieure, qui nous permet de
catégoriser le patient dans le Blue Protocol. Qu'est-ce que je vois d'autre sur cette image? Qu'on a utilisé une sonde microconvexe pour regarder les poumons, et que cette sonde microconvexe est parfaitement à même d'explorer cette veine, pas besoin de Doppler, et pas besoin de compression, et je dirais même, surtout pas de compression. Sinon, vous aurez l'excellent signe de la mort subite, un signe qui marche très bien d'embolie pulmonaire. Et tout cela était normal. C'est-à-dire que l'échographie critique a passé avec succès, c'est une victoire, les 3 phases de toute innovation, comme décrites par Stuart Mills, c'est-à-dire une phase numéro 1, c'est la phase du ridicule, hein. Pendant ce temps-là, vous n'existez pas. Les gens font autre chose. La phase numéro 2, qui fait une décennie, elle aussi. L'observation, c'est-à-dire que les collègues commencent à regarder discrètement par-dessus votre épaule. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, bof. Et si c'était à moi que ça arrivait la nuit? Bon, observation. Là, vous commencez à exister un petit peu. Ensuite, phase numéro 3, application, c'est-à-dire que les standards s'installent, les officiels arrivent, et parmi eux, les opportunistes, les requins, l'embrouille absolue. Donc, à ce moment-là, dans cette phase, vous recommencez à ne plus exister parce que ça se développe dans le monde, et pas tout à fait en suivant vos critères. Bon, on corrigera le tir, on a des décennies pour corriger le tir, ça va aller. Et tous ces collègues ont développé chacun dans sa partie, premièrement, tout ce que je n'ai pas pu développer, parce que publier un papier, c'est déjà un exploit, et il y a des centaines de domaines. Là, je vais reprendre mon laser au hasard, et je tombe sur Risa Lewis, qui est de New York, et qui développe la partie un peu éducationnelle de l'échographie aux urgences. Bon, je vais pas le faire avec tous les collègues parce que ce serait un peu long, mais chacun est méritoire, chacun a développé une partie de l'échographie critique et même de l'échographie d'urgence générale, ostéo, musculo, squelettique, etc. Donc, je peux hélas pas perdre du temps sur cette belle diapositive. En tout cas, aujourd'hui, ça y est, hein, les ultrasons, comme je discutais avec Eric, c'était je crois que c'était à l'aéroport, et on se disait que ces ultrasons, ils commençaient à faire pas mal de bruit. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un congrès où il n'y ait pas l'échographie. Bon, une révolution pour les cliniciens. J'ai même cru entendre que certains médecins dorment avec leurs machines tellement ils sont attirés par... C'est vrai que bon, c'est ludique, hein, on va pas se cacher. C'est ludique. Alors attention, il y a le mot révolution dans le titre. Attention, on va coller au titre. Est-ce qu'on peut pas faire une révolution un petit peu plus élégante, un petit peu plus disruptive, ils aiment bien ce terme, soyons-le. Bref, plus holistique. Qu'est-ce que l'échographie holistique? C'est par exemple, il y a beaucoup d'exemples, c'est le fait d'inclure le poumon dans l'arsenal. C'est le fait de considérer le poumon, comme on l'a fait, comme la cible majeure, et organe vital numéro 1. Et ce faisant, voilà qu'on peut simplifier l'échocardiographie experte. On en a vu 2 exemples frappants avec l'œdème aigu pulmonaire et l'embolie pulmonaire. Mais pour faire une révolution vraiment holistique, ce que j'utilise, c'est une sonde universelle. Alors vous allez voir comment. Vous imaginez un patient avec un choc hypovolémique, saignement interne, il faut un remplissage rapide et massif avant de pouvoir envoyer le patient au bloc, donc une voie centrale, donc une sonde vasculaire. Alors, si je veux piquer ma veine sous-clavière pour une raison X, une sonde linéaire me paraît bizarre parce que on n'est pas linéaire. Cette table, elle est linéaire. Pas l'être humain. Je vous défie de trouver 3 cm consécutifs de linéaire chez cette pauvre patiente. Vous trouverez pas, c'est pas possible. Alors, voici ce qu'on utilise au quotidien depuis 3 décennies. Une sonde holistique. Voici une pauvre patiente chez qui nous allons insérer une voie sous-clavière, par voie infraclaviculaire bien sûr. On commence par viser la veine. Voilà, donc on a la veine et l'artère, la veine qui est à droite, auquel se collabent. Bien, sonde non vasculaire. On va s'aligner dans le grand axe.
Ça y est. Grand axe de la veine sous-clavière. Voilà. Et vite, on va prendre notre aiguille. Ça, c'est le protocole X qu'on va pas détailler. On n'est pas obligé de prendre un grand cathéter si l'urgence est extrême. Et vous voyez qu'on fait sans problème un grand axe. Quand on a une sonde de petite dimension, la question grand axe, petit axe ne pose aucun souci. Et on a l'image classique de l'aiguille qui arrive, qui transperce la veine. Celle-là, vous la connaissez bien. Alors, approche pratiquée depuis 1989, publiée depuis 1991. Et je suis un petit peu surpris de voir une conférence de consensus international de 65 statements pour une application qui me paraît vraiment basique. À mon avis, ils n'ont pas utilisé le matériel adéquat. À mon avis, la sonde linéaire complique tout. Je pose la question. Est-ce que c'est un cœur et est-ce qu'il est pathologique? Est-ce qu'on a une dilatation du ventricule droit? Est-ce que c'est un poumon malade avec un syndrome interstitiel? Est-ce que mon cathéter est bien dans la veine jugulaire interne? Est-ce que cette jeune patiente est en choc à cause d'une rupture de grossesse extra-utérine? La réponse, vous l'avez vous-même, et tout ça avec cette sonde universelle. Alors, comme on est plutôt dans l'échographie des nerfs, eh bien, voilà un exemple. À gauche, le nerf optique, et à droite, eh bien, je vois très bien avec une sonde micro-convexe, le nerf médian. Ça fait pas de souci. Je connais même pas le mot anisotropie qui existe avec les sondes linéaires. Donc, je pense, voilà, moi je suis réanimateur, je pense que c'est notre sonde, puisque le cardiologue a sa sonde, l'abdominologue a sa sonde, le gynécologue a sa sonde, pourquoi ce serait pas notre sonde, quand même? Bon. Alors, on parle de révolution, et pour les plus anciens d'entre nous, vous reconnaissez le billet de la Croix, avec la liberté guidant le peuple. Eh bien, puisqu'on parle de révolution, j'aimerais voir de mon vivant cette gentille petite révolution. J'ai mis un petit peu de temps pour la faire, mais c'est ce qui va se passer d'ici 3 décennies, peut-être 2, et peut-être même plus tôt. Ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que des key opinion leaders. Alors on peut la faire flashy, on peut la faire un peu biblique, un peu hollywoodienne, mais je crois que vous avez compris le principe. Le Doppler. Bon, on n'a pas de Doppler sur notre Hitachi. Et sur une nouvelle machine qu'on a depuis quelque temps, le bouton Doppler est flambant neuf. Parce que, Eric nous a donné le titre « Une révolution silencieuse », donc je me suis dit, mais ça tombe très bien, puisque j'ai jamais utilisé le Doppler. Donc, voilà, il s'agit d'une révolution effectivement silencieuse. Le Doppler ne fait pas partie. Pourquoi pas de Doppler? Pour plein de raisons. Déjà, il faut se former. Beaucoup de docteurs pensent que l'artère est rouge et la veine est bleue. Ça me paraît inéluctable. Et quand on fait du cœur de base avec un petit peu de poumon, eh bien, on a un regard différent sur le patient. C'est le principe de nos protocoles. Et le Doppler devient un petit peu moins fondamental. Pour ne pas dire beaucoup moins. Pour faire une révolution élégante, on a parlé de la sonde. Parlons de la machine maintenant. Et voici une image qui va vous débarrasser d'un mauvais concept, qui est que la technologie laptop a été la base de la révolution de l'échographie critique. Je vais paraphraser quelqu'un en disant, je m'excuse de ce transfert, mais cette technologie laptop n'est qu'un point de détail dans l'histoire de l'échographie critique. Je m'excuse. Mais voici une image qui vaut 1000 mots. On se faufile avec cette machine. Les obstacles dans nos hôpitaux ne viennent pas des plafonds. Ils viennent des obstacles latéraux, des choses qu'il faut remuer en permanence pour amener nos machines, et même nos laptops qui sont plus larges que cette machine, il suffit d'un double décimètre. Alors ils vont nous dire, mais vous pouvez décrocher le laptop et vous l'emmener où vous voulez. Alors c'est un argument pathétique, parce que je défie quiconque dans cette salle d'avoir déjà vu un laptop sorti de son chariot et amené quelque part ailleurs. Ça se fait jamais. Et si on le faisait, le service serait brutalement aveugle. Donc, ce n'est pas un argument. Et le laptop est, je m'excuse de le dire, mais quand on me donne le microphone, je dis ce que je pense, c'est une révolution commerciale.
Et personnellement, on n'a pas attendu cette révolution pour faire bénéficier nos patients de l'échographie avec des appareils qui étaient mieux. Donc l'innovation vraiment disruptive était également, pour permettre cette révolution dès 1982, la roue. Créée 3000 ans avant Jésus-Christ, mais oui, ça venait de Mésopotamie, ça permet de transporter des objets lourds assez facilement, et ben voilà, c'est ça qui nous a permis d'amener le gros appareil de radio au chevet de notre patient. Donc, et la roue, ça se passe en silence. Donc, une fois de plus, on rebondit sur le titre. Et pour rester dans cet esprit et dans l'élégance qu'il suggère, révolution silencieuse des ultrasons, l'humilité. Alors, on a quelques secondes pour en parler. C'est une qualité qui va tout à fait avec le silence et je vais pas ouvrir des portes ouvertes. C'est-à-dire, l'échographie n'est pas une baguette magique. Il faut bien savoir que on doit rester humble, on doit rester vigilant, toujours. Même en utilisant nos protocoles, ces protocoles doivent être pilotés. Le médecin qui connaît le début de l'histoire va intégrer son protocole Blue Sésame dans cette histoire pour faire du travail encore meilleur. Et donc vous avez vu que l'échographie holistique n'est pas seulement une nouvelle technique, nouvelle entre guillemets, mais c'est aussi une philosophie d'approche du patient en état critique et aussi de nombreuses autres disciplines qui vont utiliser le côté translationnel de l'échographie pour l'utiliser en anesthésie, en cardiologie, en pédiatrie, néphrologie, et j'en passe, il y a une vingtaine de disciplines intéressées. Donc, en espérant, sans dépasser le temps, que notre passé et notre présent soit le futur des plus jeunes de cette salle, et je serai heureux parce qu'il reste quelques minutes, je ne sais pas si on a le temps d'un petit débat. En tout cas, je remercie chaleureusement toute l'équipe des AEA et Eric, ça fait tellement plaisir de le voir. C'est un grand plaisir. Merci de votre attention.